Pendant le dîner, mon fils a crié « Soit tu donnes ta chambre à mes beaux-parents, soit tu fais tes valises. » Je ne me suis pas mis en colère. J'ai acheté la maison d'en face et je lui ai fait signe depuis la fenêtre de mon bureau. Je m'appelle Pierre, j'ai 62 ans et j'habitais à Lyon, dans une maison que j'ai construite pierre par pierre pendant 35 ans de travail comme expert comptable. Cette maison n'était pas simplement un bien immobilier, c'était chaque heure supplémentaire que j'avais faite, chaque week-end que j'avais sacrifié, chaque rêve que j'avais transformé en réalité de mes propres mains. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé ensuite, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne Les Conseils de Papy, car cette histoire ne fait que commencer. Et ce qui va suivre va vous laisser bouche bée. C'était un mardi ordinaire de mars. J'avais préparé le plat préféré de mon fils Thomas, un bœuf bourguignon, celui que je faisais depuis qu'il était enfant. La table était dressée avec soin, les bougies allumées, tout était parfait. Thomas m'avait demandé de préparer quelque chose de spécial, car il voulait discuter de l'avenir. Moi, naïf, je pensais que nous allions enfin recevoir de bonnes nouvelles. Peut-être un petit-fils en route, une promotion dans son travail. Sophie, ma belle-fille, était assise à côté de lui avec ce sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. 5 ans de mariage, et je n'arrivais toujours pas à déchiffrer cette femme. Elle avait toujours été polie, mais il y avait une froideur, une distance calculée dans chaque geste. Thomas avait beaucoup changé après son mariage avec elle. Le garçon affectueux qui me serrait dans ses bras tous les jours était devenu un homme qui me regardait à peine dans les yeux. « Papa, il faut qu'on parle », commença Thomas en s'essuyant la bouche avec sa serviette. Son ton était formel, presque corporatif, comme s'il était dans une réunion d'affaires, et non à la table du dîner de sa propre maison, la maison où il avait grandi. « Bien sûr, mon fils, tu peux parler, répondis-je, sentant une étrange oppression dans ma poitrine, cette sorte d'intuition paternelle qui ne se trompe jamais. Les parents de Sophie vont déménager à Lyon. Leur appartement à Paris a été vendu et ils ont besoin d'un endroit où rester. » Je souris, soulagé. « Ah, très bien. Ils vont louer quelque chose dans le quartier. » Sophie lâcha un petit rire court, de ceux qui coupent l'air. Thomas regarda son assiette avant de continuer. « En fait, papa, on a pensé qu'il pourrait rester ici, dans ta suite. » La fourchette faillit tomber de ma main. « Comment ça, dans ma suite ? » « C'est temporaire, papa, juste le temps qu'il s'installe, » dit Thomas rapidement, comme si cela minimisait la situation. « Mais où vais-je dormir ?» demandai-je, essayant toujours de comprendre l'absurdité de cette conversation. C'est alors que ça arriva, sans filtre, sans délicatesse, sans le moindre vestige du fils que j'avais élevé. « Tu peux rester dans la petite chambre du fond, c'est petit, mais ça fera l'affaire. Ou si tu préfères... » Il s'arrêta, regarda Sophie, qui hocha la tête comme si elle l'autorisait. « Ou tu fais tes valises et tu cherches un autre endroit. » Vous connaissez ce moment où le sol disparaît sous vos pieds, quand vous réalisez que tout ce en quoi vous avez cru pendant des années était une illusion. C'était exactement ça. Le silence qui s'installa dans la salle à manger fut assourdissant. Je regardais mon fils, cet homme de 35 ans, assis devant moi, et je ne le reconnus pas. « Thomas, tu me demandes de quitter ma propre maison ?» Ma voix était calme, trop calme, même pour moi. « Ce n'est pas exactement ça, papa. C'est que nous avons besoin de l'espace et je dérange, » terminai-je la phrase pour lui. Sophie parla enfin avec cette voix douce et venimeuse. « Pierre, ne le prenez pas personnellement. C'est juste une question de praticité. Mes parents vieillissent. Ils ont besoin d'une chambre confortable et vous êtes plus adaptable. » Adaptable ? Ce mot résonna dans ma tête comme une gifle. Moi qui avais travaillé pendant 35 ans pour construire cette maison, j'étais maintenant adaptable, un meuble qu'on pouvait réorganiser selon la convenance d'autrui. Cette nuit-là, allongé dans le lit qui ne serait bientôt plus le mien, je pris une décision. Je n'allais pas crier, je n'allais pas faire de scandale, je n'allais pas supplier. J'allais faire quelque chose de bien mieux. J'allais enseigner à mon fils et à ma belle-fille le véritable sens des conséquences.
Les jours suivants furent un flou d'humiliation déguisé en normalité. Thomas et Sophie agissaient comme si rien d'anormal ne se passait, comme si demander au patriarche de la famille de déménager dans une chambre de bonne ou simplement de partir était la chose la plus naturelle du monde. Je continuais à faire tout ce que j'avais toujours fait, cuisiner, nettoyer, m'occuper de la maison. Mais quelque chose avait changé en moi. Chaque casserole que je lavais, chaque vêtement que je pliais, c'était comme si je disais silencieusement adieu à toute une vie. Vous connaissez le son d'un cœur qui se brise en silence? Ce n'est pas dramatique comme dans les films. C'est juste un vide, une froideur qui s'installe lentement, vous transformant en quelqu'un que vous n'auriez jamais pensé devenir. Un matin, 3 jours après ce dîner fatidique, je prenais mon café quand j'entendis Sophie au téléphone dans le salon. Elle ne savait pas que j'étais là. « Maman, tu peux venir tranquillement. Il va partir. Oui, Thomas a été clair. Au plus tard à la fin du mois, la maison est libre. » Pause. Non, il n'a nulle part où aller. Mais ce n'est pas notre problème. La maison est au nom de Thomas depuis qu'il a fait le transfert il y a 2 ans. C'était une excellente stratégie, n'est-ce pas? Maintenant, c'est légalement à lui. Mon sang se glaça. Le transfert. J'avais mis la maison au nom de Thomas il y a 2 ans, quand il m'avait convaincu que c'était mieux pour les questions d'impôts et de succession. Moi, l'idiot, j'avais tout signé sans me méfier, parce que je faisais aveuglément confiance à mon fils. J'avais été stratégiquement manipulé, trompé de manière planifiée pendant des mois, peut-être des années. Je montai dans ma chambre, encore la mienne pour quelques jours, et m'assis sur le lit. Ai-je pleuré? Non. Les larmes avaient séché cette nuit du dîner. Ce que j'éprouvais fut différent, une clarté absolue, une détermination froide et calculée. Je pris mon ordinateur portable et commençai à faire ce que je fais de mieux, calculer, planifier, exécuter. Je suis expert comptable depuis 40 ans. J'ai passé ma vie à organiser des finances, à résoudre des problèmes, à trouver des solutions créatives dans le cadre de la loi. Et maintenant, j'allais utiliser toute cette expertise à mon propre bénéfice. Première recherche. Biens immobiliers à vendre dans la rue. À ma surprise, ou serait-ce le destin, il y avait une maison à vendre exactement en face. Une belle maison, plus grande que la mienne, avec 4 suites, un bureau, un garage pour 3 voitures et un jardin à faire pâlir d'envie. Elle était sur le marché depuis 8 mois, avec le prix réduit car les propriétaires devaient vendre rapidement pour déménager en Suisse. J'appelai immédiatement l'agent immobilier. Je fixai une visite pour cet après-midi même, pendant que Thomas et Sophie étaient au travail. La maison était parfaite. Plus que parfaite, c'était une déclaration. Je réussis à négocier un excellent prix, car je pouvais payer comptant. 4 décennies d'économie, d'investissements bien placés, une retraite méticuleusement planifiée et aucun vice à part travailler trop. J'avais les ressources. J'ai conclu l'affaire en 5 jours, payé comptant, signé l'acte notarié, pris les clés, tout cela sans dire un mot à Thomas ou Sophie. Pendant qu'ils dormaient tranquillement, croyant qu'ils me verraient emballer mes affaires pour aller vivre dans un appartement exigu dans un quartier éloigné, je finalisais l'achat de la propriété la plus enviable de la rue. J'engageai une entreprise de déménagement discrète. En une seule journée, pendant qu'ils étaient absents, je transférais toutes mes affaires, et il y en avait beaucoup, car 62 ans de vie accumulent des histoires. J'emportais chaque photo, chaque souvenir, chaque objet qui avait une valeur sentimentale. Je ne laissais que les meubles de base que j'avais achetés pour la maison. Je laissais aussi une lettre sur la table de la cuisine. Simple, directe. Thomas et Sophie, comme demandé, je pars. La maison est maintenant entièrement à vous. J'espère que vous serez heureux avec vos choix. Pierre. Aucune accusation, aucun drame, juste des faits. Mais le véritable message était encore à venir. Le lendemain, un vendredi ensoleillé, j'étais à la fenêtre de mon nouveau bureau, spacieux, lumineux, avec une vue privilégiée sur la maison qui fut un jour la mienne. Quand je vis Thomas rentrer du travail, il se gara, leva les yeux et me vit. Je lui fis signe, un signe calme, poli, avec un sourire serein sur le visage.
Son expression n'avait pas de prix. Thomas resta paralysé au milieu du trottoir, sa mallette dans une main et les clés de sa voiture dans l'autre. Ses yeux sautaient entre la maison où il vivait et la fenêtre de mon nouveau bureau. Je continuais à lui faire signe, comme si j'étais le voisin le plus aimable du monde. Je vis Sophie descendre de sa voiture quelques minutes plus tard. Thomas était encore debout au même endroit, me regardant avec une expression qui mélangeait choc, confusion et quelque chose que je n'arrivais pas à identifier de loin. Elle suivit son regard, et quand elle me vit, sa bouche s'ouvrit littéralement. J'avais positionné mon bureau de travail stratégiquement à la fenêtre, pas par hasard. Je voulais qu'il me voie tous les jours. Je voulais qu'il sache que je n'avais pas disparu honteusement, que je ne m'étais pas caché dans un coin quelconque de la ville. J'étais là, plus proche que jamais, plus visible que jamais. Ce soir-là, mon téléphone sonna 52 fois. Thomas appelait sans cesse. Je laissais sonner. Les messages WhatsApp commencèrent à arriver, l'un après l'autre. « Papa, réponds au téléphone. Qu'est-ce que tu as fait? Comment as-tu acheté cette maison? On doit parler. Tu ne peux pas faire ça. » Le dernier message me fit rire. « Tu ne peux pas faire ça. » Ironiquement, c'était exactement ce que j'aurais dû dire quand il m'avait demandé de quitter ma propre maison. Je répondis seulement « Je vais bien. Merci de t'inquiéter. Bonne nuit. » Les jours suivants furent délicieux, d'une manière que je n'avais jamais imaginé que la vengeance puisse l'être. Je n'avais rien fait d'illégal, rien de cruel, rien qui puisse me faire sentir coupable. J'avais simplement exercé mon droit d'acheter une propriété et d'y emménager. Mais la proximité était le véritable coup de maître. Chaque matin à 7 heures, j'ouvrais les rideaux du bureau avec mon café en main, impeccablement habillé, bien rasé, cheveux coiffés. De l'autre côté de la rue, je voyais Sophie épiée par la fenêtre du salon, ce même salon où il m'avait humilié. Vous connaissez ce moment où vous réalisez que la personne qui vous a sous-estimé commence à comprendre l'erreur qu'elle a commise. Je le vivais tous les jours, et j'avoue, c'était gratifiant. Je commençais à recevoir des visites. Mes amis, qui avaient appris l'histoire à travers des lignes téléphoniques très actives dans le quartier, venaient me voir. Pas pour commenter, enfin, pas seulement pour ça, mais pour découvrir la nouvelle maison. Et quelle maison! L'architecte d'intérieur que j'avais engagé fit un travail magnifique en seulement 3 semaines. Le bureau avait une bibliothèque en acajou qui allait du sol au plafond. Un fauteuil de lecture en velours vert émeraude positionné stratégiquement à la fenêtre, des plantes suspendues qui donnaient un air de sophistication. Le salon avait une double hauteur sous plafond. La cuisine était équipée d'électroménagers de dernière génération et le jardin avait été rénové avec un aménagement paysager qui était devenu l'envie du quartier. Monsieur Dubois, mon voisin depuis 25 ans, fut l'un des premiers à venir. Il apporta une tarte aux pommes et les larmes aux yeux. « Pierre, quand j'ai appris ce qu'ils t'ont fait, je n'en revenais pas. Mais regarde-toi maintenant. Cette maison est un palais comparé à l'autre. Nous prîmes le café dans le jardin d'hiver. Oui, ma nouvelle maison avait un jardin d'hiver, pendant que de l'autre côté de la rue, je savais que Sophie observait. Les rideaux bougeaient de temps en temps, un mouvement furtif qui essayait d'être discret, mais était désespérément évident. Thomas apparut le 3e jour. Il sonna à l'interphone à 8 heures du matin, un samedi. Je préparais des crêpes, quelque chose que je ne faisais plus depuis des mois, car dans l'ancienne maison, personne n'appréciait plus mes petits déjeuners. Je regardais par l'interphone. Il avait l'air fatigué, des cernes profonds, la chemise froissée. J'éteignis l'interphone sans dire un mot. Il sonna encore et encore. Finalement, j'ouvris la fenêtre du 2e étage et dis avec la voix la plus calme que je pus, « Thomas, je suis occupé. Si tu as besoin de me parler, envoie un email. »« Papa, pour l'amour de Dieu, ouvre cette porte. Ce n'est pas le bon moment. J'ai des invités qui arrivent. » Et je fermai la fenêtre. La vérité, je n'avais pas d'invité à ce moment-là, mais il n'avait pas besoin de le savoir. La nouvelle de ce qui s'était passé se répandit dans le quartier comme une traînée de poudre.
Et, à ma surprise, la réaction fut massivement en ma faveur. La France a une chose curieuse. Aussi compliqué que soient des familles, il existe un code non écrit de respect envers les aînés, surtout les parents. Et quand ce code est brisé de manière aussi flagrante, les gens prennent parti. Monsieur Arnaud, le propriétaire de la boulangerie du coin où Thomas achetait son pain tous les dimanches, fut le premier à agir. Quand mon fils entra dans l'établissement ce dimanche-là, le silence fut gênant. Monsieur Arnaud le servit, oui, mais avec une froideur qu'il n'avait jamais démontrée auparavant. « Bonjour », dit Thomas, essayant de paraître normal. « Jour », répondit monsieur Arnaud, sans le bon. Thomas le remarqua. Il n'est pas idiot, il a juste fait des choix idiots. Madame Martin de la pharmacie fut plus directe. Quand Sophie entra pour acheter des médicaments, elle commenta assez fort pour que tout le monde entende « Quel monde, hein? Des fils qui expulsent leur père de chez eux. Moi, alors, mon père peut vivre chez moi jusqu'au jour où Dieu le voudra. » Sophie fit semblant de ne pas entendre, mais ses joues devinrent rouges comme des tomates. Le véritable tournant se produisit dans le groupe WhatsApp du quartier. Même si ce n'était pas exactement une résidence fermée, notre rue avait un groupe actif avec 73 résidents. Quelqu'un, je n'ai jamais découvert qui, mais j'ai mes soupçons que c'était Monsieur Dubois, partagea une version résumée de l'histoire. Les messages explosèrent. Absurde. Comment un fils peut-il faire ça? Pierre est une personne adorable. Il a toujours aidé tout le monde ici. Vous vous souvenez quand il a organisé la collecte de nourriture l'année dernière? Et quand il a aidé Madame Petit avec sa déclaration d'impôt gratuitement? Thomas et Sophie étaient dans le groupe. Ils virent tout. Sophie essaya de se défendre. Vous ne connaissez pas toute l'histoire. Il y a deux côtés. La réponse fut foudroyante. Madame Leclerc, professeure retraitée de 72 ans, écrivit « Ma chère, il n'y a pas de côté qui justifie d'expulser un père de sa propre maison. Cela s'appelle de l'ingratitude. » Après cela, Sophie quitta le groupe. Mais le véritable coup était encore à venir, et je n'avais même pas eu besoin de le planifier. Ce fut l'univers qui conspira en ma faveur. Les parents de Sophie arrivèrent. Le couple élégant dans la soixantaine se gara dans une Mercedes devant la maison un jeudi après-midi. Je les observais de ma fenêtre pendant qu'ils déchargèrent des valises, beaucoup de valises. Dans les jours suivants, il devint clair que la cohabitation n'était pas facile. Je voyais des lumières allumées tard dans la nuit. J'entendais des voix élevées. Ma nouvelle maison avait des fenêtres à isolation phonique, mais parfois le son traversait quand ils étaient dans le jardin. Le beau-père de Thomas, Monsieur Armand, était un homme habitué à commander. Je l'entendis un jour où ils étaient tous dans le jardin. « Thomas, cette pelouse est horrible. Tu vas engager quelqu'un ou tu veux que je le fasse ?» La belle-mère, Madame Béatrice, était pire. Méticuleuse, contrôlante, elle donnait son avis sur tout, de la nourriture que Sophie cuisinait à la façon dont Thomas pliait les serviettes. En 2 semaines, la maison qui aurait dû être un paradis familial était devenue un champ de tension. Je voyais tout de ma fenêtre privilégiée. Un après-midi, j'arrosais mes orchidées dans le jardin de devant quand Madame Béatrice traversa la rue. Elle venait vers moi, et j'avoue que mon cœur s'accéléra. Je me préparais à une confrontation. « Vous êtes le père de Thomas ?» Elle affirma. Ne demanda pas. « Oui », répondis-je, continuant à arroser mes plantes. « Quelle belle maison vous avez !» Il y avait quelque chose d'étrange dans sa voix. Ce n'était pas de l'admiration pure, c'était une pointe d'envie, de frustration. « Merci, elle a dû coûter cher. »« J'ai beaucoup travaillé pour elle, » répondis-je, la regardant directement dans les yeux. Elle comprit le message. La femme que son fils et sa fille avaient essayé de jeter comme un vieux meuble avait, en réalité, plus de ressources et plus de dignité qu'il ne l'imaginait. « Je comprends, » dit-elle, et elle retourna à la maison. Cette nuit-là, les lumières restèrent allumées jusqu'à 2 heures du matin, et je savais avec chaque fibre de mon être qu'ils discutaient de moi.
Le cercle se refermait et je n'avais même pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre que de vivre ma vie. Ce fut un mardi pluvieux d'avril que tout commença vraiment à s'effondrer pour eux. J'étais chez moi, travaillant sur un projet de conseil indépendant que j'avais accepté car contrairement à ce que Thomas imaginait, je n'étais pas à la retraite en train de végéter. J'avais une carrière active et respectée quand j'entendis le bruit. Ce n'était pas juste une discussion, c'était une guerre. Tu avais promis que ce serait temporaire. La voix de Thomas traversa la rue. Même avec la pluie qui tombait fort, j'ouvris discrètement la fenêtre du bureau. Pas pour écouter aux portes, ou du moins c'est ce que je me disais, mais parce que, c'était ma vie qui était discutée là-bas. Ce n'est pas ma faute si mes parents n'ont pas encore trouvé un endroit convenable, criait Sophie en retour. Et d'ailleurs, ton problème n'est pas mes parents. Ton problème, c'est que ton père est là, de l'autre côté de la rue, à te juger tous les jours. Il ne juge personne. Il vit sa vie. Vivre, elle nous provoque. Cette maison absurde, les visites constantes, la voiture neuve qu'il a achetée la semaine dernière, c'est toute une provocation. Ah oui, la voiture. J'avais échangé ma berline modeste contre un SUV hybride. Pas pour les provoquer. J'avais vraiment besoin d'une voiture plus grande pour les voyages que je planifiais. Mais le timing, j'admets, fut poétiquement parfait. Sophie, tu es paranoïaque. Mon père a le droit de dépenser son argent comme il le souhaite. Son argent? Tu m'avais dit qu'il avait à peine des économies. Tu m'avais dit qu'il était dépendant, qu'on lui faisait une faveur en le laissant rester ici. Silence. Un silence si lourd que je pus le sentir d'ici. Je ne savais pas qu'il avait autant. Tu ne savais pas? Ou tu m'as menti? Plus de silence. Et puis la voix de Thomas, basse, vaincue. Je pensais qu'il serait sans option, qu'il aurait besoin de nous. Tu as sous-estimé ton propre père, Thomas, et maintenant nous en payons le prix. Mes parents sont à l'étroit dans la chambre, se plaignant tous les jours. Tout le quartier nous déteste, et ton père est là, dans la maison de ses rêves, vivant mieux que nous. Ce n'est pas la maison de ses rêves, c'est juste une maison. Réveille-toi, Thomas. Cette maison a 5 chambres. Elle a une suite parentale plus grande que notre salon. Elle a une piscine couverte et chauffée. C'est tout ce qu'on a toujours voulu et qu'on ne pouvait pas se payer. La pièce tombait lentement, douloureusement, mais elle tombait. Dans les jours suivants, j'observais la dynamique de la maison changer. Thomas sortait tôt et rentrait tard, évitant clairement d'être à la maison. Sophie avait une expression perpétuellement aigre. Ses parents circulaient dans la maison comme des fantômes, mal à l'aise, réalisant qu'ils n'étaient pas aussi bien accueillis qu'ils l'imaginaient. Une semaine plus tard, Thomas apparut à ma porte à nouveau. Cette fois, il ne sonna pas frénétiquement à l'interphone. Il sonna juste une fois et attendit. Je descendis, préparai du thé et ouvris la porte. Il était différent. Plus vieux en quelque sorte, comme s'il avait vieilli de plusieurs années en quelques semaines seulement. « Tu peux entrer, » dis-je, en ouvrant la porte. Il entra et s'arrêta dans le hall d'entrée, regardant autour de lui. Ses yeux parcoururent la double hauteur sous plafond, l'escalier en marbre, le lustre en cristal que je m'étais offert. « La maison est belle, papa. »« Merci. Je ne savais pas que tu avais des ressources comme ça. »« Tu n'as jamais demandé, » répondis-je en servant le thé dans le salon. « Pendant 35 ans, tu n'as jamais demandé comment était ma situation financière, mes investissements, mes projets. Tu as simplement supposé que j'étais un vieil homme dépendant qui devrait être reconnaissant d'avoir un toit. » Il se recroquevilla dans le fauteuil. « J'ai fait une erreur. »« Une erreur ?» acquiesçai-je. Mais ce n'était pas juste une erreur, Thomas. C'était une série de choix. Tu as choisi de croire que j'étais un fardeau. Tu as choisi de me traiter comme jetable. Tu as choisi de placer le confort de personnes que tu connais à peine au-dessus du père qui t'a élevé seul. Je sais. Des larmes commencèrent à couler sur son visage. Je sais tout ça maintenant, et je ne sais pas comment réparer.
Je pris une gorgée de mon thé, regardant cet homme qui fut un jour mon bébé, mon petit garçon, mon monde entier. Peut-être que certaines choses ne peuvent pas être réparées, Thomas. Peut-être qu'elles peuvent seulement être apprises. Mais apporta des conséquences que je n'avais même pas prévues. La situation dans la maison de Thomas et Sophie se détériora d'une manière presque cinématographique. Cela commença quand la climatisation tomba en panne. Dans une ville où la chaleur peut être implacable en été, passer des jours sans climatisation n'est pas seulement inconfortable, c'est insupportable. Je vis les techniciens arriver, analyser et partir en secouant la tête. D'après les fragments de conversation que je captais, le système devait être complètement remplacé. Devis 12 000 €. Thomas ne l'avait pas. Je le savais parce que je connaissais mon fils. Il avait toujours vécu à la limite de sa carte de crédit, toujours dépensé plus qu'il ne devait, essayant de garder les apparences. De l'autre côté de la rue, ma maison avait la climatisation centrale récemment installée. Je gardais les fenêtres ouvertes exprès, laissant voir à quel point ma vie était confortable. Madame Béatrice fut la première à craquer. Je la vis quand elle sortit de la maison avec 3 valises, son mari derrière elle. Ils montèrent dans un Uber et partirent. Ils ne revinrent pas cette nuit-là, ni la suivante. Quand M. Dubois me raconta le commérage, il avait une source qui travaillait à l'hôtel où il s'était installé. Je ne pus m'empêcher de sourire. Les beaux-parents de Thomas avaient fui vers un hôtel 5 étoiles, déclarant qu'ils ne pouvaient plus vivre dans ces conditions. Sophie était furieuse. Je la vis discuter au téléphone dans le jardin, gesticulant violemment. Vous ne pouvez pas simplement partir et me... L'ironie ne me passa pas inaperçue. Combien de fois avais-je voulu dire exactement cela à Thomas? Je n'ai pas demandé à être expulsé de ma propre maison. Mais le véritable effondrement se produisit un vendredi soir. Je recevais mes amis pour un dîner. Oui, j'étais devenu l'hôte le plus populaire du quartier et j'avoue que j'adorais ça. Je préparais un risotto au cèpe, une salade niçoise et un tiramisu qui fut parfait. Il était presque 22 heures quand j'entendis la sonnette. Je m'excusai auprès de mes amis et allai répondre. C'était Sophie. Elle était différente, les cheveux en désordre, le maquillage coulé, les yeux rouges d'avoir tant pleuré. Rien de cette femme laissée avec cette facture d'hôtel. C'est vous qui avez demandé à vivre ici. Impeccable, que j'avais connu il y a 6 ans. Pierre, je dois vous parler. Mes amis, curieux, étirèrent le cou du salon. Je sortis sur le perron et fermai la porte. Je vous écoute. J'ai tout gâché. Les mots sortirent en un flot désespéré. Mes parents sont dans un hôtel qui coûte 600 € la nuit et refusent de partir. Thomas travaille 14 heures par jour pour payer les factures. On se parle à peine. Et tout ça est de ma faute. Je ne dis rien, j'attendis simplement. C'est moi qui l'ai convaincu. C'est moi qui ai dit que vous étiez trop à l'aise, que vous aviez la suite parentale et que mes parents méritaient cet espace. C'est moi qui ai planté cette idée dans sa tête petit à petit, pendant des mois. Elle sanglota. Je pensais que vous alliez rester tranquille dans la petite chambre du fond. Je pensais que vous alliez accepter. Pourquoi? Parce que les pères acceptent toujours, non? C'est ce que tout le monde dit. Les pères acceptent beaucoup de choses, répondis-je calmement, mais ils ne devraient pas accepter le manque de respect. Je le sais maintenant. Elle s'essuya le visage avec le dos de la main, un geste si vulnérable que je faillis avoir pitié. Presque. Le mariage est en train de finir. Thomas me regarde à peine. Il vous défend maintenant dans toutes les discussions. Il dit que j'ai détruit sa relation avec son père. Et vous l'avez fait. Je sais, cria-t-elle, puis baissa la voix en réalisant où elle était. Je sais, et je ne sais pas comment réparer ça, comment réparer quoi que ce soit. Je soupirai, regardant cette femme brisée devant moi. Vous savez quelle est la vérité sur la vengeance? Elle est douce au début, satisfaisante au milieu, mais à la fin, elle est juste vide. Sophie, je ne peux pas réparer votre mariage, je ne peux pas résoudre vos problèmes avec vos parents, je ne peux pas défaire les choix que vous avez faits. Mais vous pouvez pardonner? Cette question me prit au dépourvu. Pardon? Répétai-je le mot, sentant son poids.
Le pardon n'est pas quelque chose qu'on donne gratuitement, Sophie. Ce n'est pas un pansement qui recolle tout comme si rien ne s'était passé. Je sais, mais laissez-moi finir. Ma voix était ferme, mais pas cruelle. Vous m'avez enseigné une leçon précieuse. Vous m'avez appris que j'avais passé tellement de temps à être père, à être la personne qui se sacrifie, que j'avais oublié d'être Pierre, l'homme qui a construit une carrière, qui a sa propre valeur, qui mérite le respect. Et nous vous avons enlevé ça. Non, vous avez essayé, mais au final, vous m'avez fait un cadeau. Je pointais ma maison derrière moi. Vous m'avez libéré de vivre dans une maison où je n'étais pas apprécié. Vous m'avez donné la motivation de construire quelque chose de meilleur. Sophie hocha la tête, les larmes coulant librement maintenant. Thomas veut vous parler. Tous les jours, il veut. Mais il a peur. Peur de quoi? Que vous ne vouliez plus jamais être son père. Et voilà, c'était le cœur de la question, la blessure qui ne guérit pas facilement. Il sera toujours mon fils, Sophie, mais la relation que nous avions, celle-là est morte ce soir de dîner. Et si une nouvelle va naître à sa place, cela dépend de bien plus qu'une simple excuse. Juin arriva avec une révélation qui changea tout à nouveau, et cette fois, même moi je n'étais pas préparé. J'étais au bureau en train de réviser des contrats pour un client quand mon portable sonna. C'était un numéro inconnu, mais je répondis quand même. « Allô, monsieur Pierre? C'est l'agence immobilière Prado. Vous aviez demandé à être averti si des informations sur la propriété du 42 rue des Acacias apparaissaient. » Mon cœur s'emballa. C'était l'adresse de mon ancienne maison. « Oui, je vous écoute. La propriété vient d'être mise en vente, prix demandé, 780 000 €. Je fermai les yeux, traitant l'information. Thomas vendait la maison que j'avais construite, la maison qu'il m'avait prise, et il n'avait même pas eu la décence de me le dire. « Merci pour l'information », dis-je et je raccrochai. Cette nuit-là, je ne pus dormir. Je restais sur la terrasse, regardant la maison de l'autre côté de la rue, et une vieille colère revint brûler. Il ne m'avait pas seulement expulsé, maintenant il voulait profiter de ce qui était à moi. Le lendemain matin, je pris une décision. J'appelai mon avocat, Maître Durand, un professionnel qui me servait depuis 20 ans. J'expliquai toute la situation depuis le début, chaque détail douloureux. « Pierre, dit-il après avoir tout écouté, vous avez signé le transfert de propriété. Légalement, la maison est à lui. Je sais, mais dis-moi, y a-t-il un moyen de compliquer cette vente? Un moyen de leur faire comprendre que les actions ont des conséquences? » Silence de l'autre côté. Puis, il y a une chose. Quand vous avez fait le transfert, avez-vous déclaré une valeur? La valeur cadastrale, environ 250 000 à l'époque. Et vous avez des preuves que vous avez investi substantiellement plus que cela dans la propriété? Rénovation, amélioration, extension? Je souris. 35 ans de factures soigneusement conservées. J'ai toutes les preuves. Alors, nous avons un dossier pour contester la donation. Vous pouvez intenter une action en annulation pour vice de consentement, alléguant que vous avez été contrainte ou induite en erreur quant aux intentions du donataire. Avec les preuves que le bénéficiaire avait des intentions contraires à l'esprit de la donation, nous avons de bonnes chances. Combien de temps cela prendrait-il pour bloquer la vente? Pour obtenir une ordonnance, je peux l'avoir en 48 heures. Faites-le. 2 jours plus tard, Thomas reçut la notification. Je vis quand l'huissier lui remit l'enveloppe. Je vis quand il l'ouvrit, la lut et que son visage perdit toute couleur. 15 minutes plus tard, il était à ma porte. Cette fois, je le laissai entrer. « Tu contestes la donation ?» Il tenait les papiers d'une main tremblante. « Tu bloques la vente ?» ?»« Oui. »« Papa, j'ai besoin de cet argent. » Sa voix se brisa. « Je suis noyé dans les dettes. L'hôtel des parents de Sophie a déjà dépassé 35 000 €. La climatisation, la voiture qui est tombée en panne, la carte de crédit. J'ai besoin de vendre cette maison. » « Et j'avais besoin d'un toit au-dessus de ma tête, » répondis-je calmement. « Mais cela n'a pas compté pour toi. C'est de la vengeance.
Tu fais ça par vengeance? Non, Thomas. La vengeance, c'était d'acheter la maison d'en face. Ceci, c'est de la justice. Je me levai, pris un dossier qui était sur la table. Tu sais combien j'ai investi dans cette maison pendant 35 ans? 980 000 euros. Rénovation, extension, finition de première qualité, tout documenté, tout avec facture. J'ouvris le dossier devant lui, des centaines de documents organisés chronologiquement. Tu veux vendre pour 780 000 euros une maison qui vaut facilement 1,2 million et que j'ai construite avec ma sueur. Et tu n'as même pas pensé à me donner la chance de la racheter. Je ne savais pas que tu voulais. Tu n'as pas demandé. Pour la première fois en moi, j'élevai la voix. Tout comme tu n'as pas demandé si j'avais où aller, tu n'as pas demandé si j'allais bien, tu n'as rien demandé, tu as juste décidé pour moi. Thomas s'effondra sur le canapé, la tête entre les mains. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux que tu comprennes quelque chose de très simple. Tu ne peux pas traiter les gens comme jetables et t'attendre à ce qu'ils restent silencieux. Tu ne peux pas prendre des décisions qui détruisent des vies et t'en sortir indemne. Alors tu vas détruire ma vie maintenant? C'est ça? Je m'assis à côté de lui. Non, mon fils, je vais t'enseigner une leçon que j'aurais dû t'enseigner quand tu étais enfant. La dignité a un prix, et ce prix ne se négocie pas. Je pris un autre document du dossier. Je vais retirer l'action. Vous pouvez vendre la maison. Son visage s'illumina d'espoir. Mais à une condition. L'espoir vacilla. Tu vas me payer mensuellement pendant les 10 prochaines années la différence entre ce que tu as déclaré dans la donation et la valeur réelle que j'ai investie. Sans intérêt, sans correction, juste la valeur juste de ce qui est à moi. Mais ça fait presque 730 000 euros. Exactement. Divisé en 120 mois, ça fait 6 083 euros par mois. Avec la vente de la maison, tu auras du capital pour commencer. Le reste, tu travailles pour ça, comme j'ai travaillé. Et si je refuse? Alors l'action continue, la maison reste bloquée et tu découvres ce que c'est que de vivre sans option, comme tu voulais que je le découvre. Il me regarda longuement, et je vis quand la pièce tomba complètement. Quand il comprit finalement qu'il n'avait pas affaire au père soumis qu'il pensait connaître. « J'accepte », murmura-t-il. 3 mois se sont écoulés depuis ce jour. Le contrat a été signé, la maison a été vendue, et Thomas et Sophie ont déménagé dans un appartement plus petit, plus modeste, dans un autre quartier. Les parents de Sophie sont retournés à Paris, cette fois dans un appartement loué, avec la relation visiblement détériorée. Aujourd'hui, c'est un samedi de septembre, et je suis dans le jardin de ma maison quand la sonnette retentit. À ma surprise, c'est Thomas. Mais il n'est pas seul. Il apporte un gâteau fait maison, emballé avec soin. « Je l'ai fait, » dit-il presque avec honte. « Je me suis souvenu de la recette que tu m'as enseignée quand j'avais 12 ans. Je l'invite à entrer. Nous préparons du café et nous nous asseyons sur la terrasse arrière, où le soleil de l'après-midi crée des motifs dorés sur les plantes. Le premier versement sera déposé lundi, m'informe-t-il. J'ai trouvé un travail supplémentaire le week-end. Ce n'était pas une question d'argent, Thomas. Tu le sais, n'est-ce pas? Je sais. Il mord sa lèvre, ému. C'était pour me faire comprendre la valeur des choses, la valeur des personnes, ta valeur. Nous restons en silence, un moment, buvant du café, mangeant ce gâteau qui est loin d'être parfait, mais qui a quelque chose qu'aucune pâtisserie ne pourrait reproduire. Un effort sincère. Sophie et moi faisons une thérapie, me raconte-t-il. De couple et individuelle. Elle a beaucoup à travailler sur la raison pour laquelle elle agit ainsi, sur les attentes que ses parents ont créées en elle. Et vous allez rester ensemble? Je ne sais pas encore. Mais nous essayons, vraiment cette fois, construire quelque chose de réel, pas une façade pour impressionner qui que ce soit. J'acquiesce. Ce n'est pas mon rôle de juger ou de conseiller. Plus maintenant. C'est un adulte qui doit naviguer ses propres choix. Papa, je voulais te dire quelque chose. Il respire profondément. Tout le quartier a parlé de toi.
de comment tu ne t'es pas effondré, tu n'es pas devenu victime, tu n'es pas allé mendier de l'aide, tu t'es simplement relevé, plus fort qu'avant. Et qu'est-ce que tu as appris de ça? Que je ne t'ai jamais vraiment connu. J'ai passé 35 ans à penser que je savais qui tu étais, mais je ne connaissais que le rôle que tu jouais. Mon père. Je n'ai jamais vu Pierre, l'homme qui a construit une carrière brillante, qui a investi intelligemment, qui avait des rêves au-delà d'être père. Des larmes remplissent mes yeux, mais je ne les laisse pas couler. Tu sais ce qu'il y a de plus triste dans tout ça, mon fils? J'avais aussi oublié Pierre. Je m'étais tellement perdu dans le rôle de père, de personne qui prend soin, de pourvoyeur, que j'avais oublié que j'étais une personne complète. Et maintenant? Maintenant, je me souviens tous les jours. Je souris, pointant autour de moi. Cette maison n'est pas juste une maison. C'est un monument à ma propre valeur. C'est la preuve que je peux, que je suis capable, que j'ai de l'importance. Thomas essuie les larmes de son visage. Tu pourras me pardonner un jour. Je t'ai déjà pardonné, mon fils. Pardonner ne signifie pas oublier ou revenir à ce qui était avant. Cela signifie libérer le poids du ressentiment pour que je puisse avancer léger. Et cela signifie te donner la chance de grandir avec tes propres conséquences. Je vais passer les 10 prochaines années à payer pour ça. Non, je le corrige. Tu vas passer les 10 prochaines années à apprendre la valeur du respect, de la dignité, de la gratitude. L'argent n'est que le véhicule. La leçon est bien plus grande. Il sourit, ce sourire triste de celui qui grandit à travers la douleur. Je peux continuer à venir? Apporter de mauvais gâteaux et du café? Tu peux, mais à mes conditions, à mon rythme et avec respect. Toujours. Après son départ, je reste sur la terrasse, observant le coucher de soleil. Mon téléphone vibre. C'est un message de mon avocat. La valeur de l'action a été déposée en compte. Félicitations, vous avez fait l'histoire. Mais ce n'est pas une question d'argent. Ça ne l'a jamais été. Je pense à tous les hommes, toutes les femmes, tous les pères et mères qui sont traités comme jetables quand ils vieillissent, qui sont poussés dans des coins sombres pendant que la vie continue sans eux. Cette histoire n'est pas seulement la mienne, c'est la nôtre. Et la surprise finale, j'ai décidé de faire quelque chose avec cet argent. Je crée un fonds pour aider les personnes âgées en situation de vulnérabilité. Des personnes qui ont été abandonnées, oubliées, traitées comme des fardeaux. Le fonds s'appellera « La dignité ne se négocie pas ». Parce qu'au final, ce n'est pas la vengeance qui m'a sauvé, c'était de me rappeler ma propre valeur. Vous connaissez ce moment où vous comprenez enfin que vous n'avez besoin de l'approbation de personne pour être valide? C'est le meilleur type de liberté. Si vous avez vécu quelque chose de similaire, si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre vie, partagez votre histoire dans les commentaires. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne Les Conseils de Papy. Et dites-nous d'où vous regardez cette vidéo, parce que des histoires comme celle-ci doivent être racontées, doivent être rappelées, et surtout doivent servir de leçon. Traitez les gens avec dignité tant que vous le pouvez, car un jour, vous pourriez découvrir que ceux que vous avez sous-estimés étaient en réalité beaucoup plus forts que vous ne l'aviez jamais imaginé. Et ce jour-là, il sera peut-être trop tard pour réparer, mais il n'est jamais trop tard pour apprendre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, mes chers amis de Les Conseils de Papy. Parce que la vie a une façon curieuse de continuer à nous enseigner des leçons, même quand nous pensons avoir tout appris. Quelques semaines après cette conversation avec Thomas, je reçus un appel inattendu. C'était Madame Béatrice, la mère de Sophie. « Monsieur Pierre », dit-elle d'une voix que je ne reconnus pas immédiatement. Elle semblait humble. « Je sais que je n'ai aucun droit de vous demander cela, mais pourriez-vous me rencontrer pour un café, seul ?» Ma première réaction fut de refuser. Pourquoi passerais-je du temps avec la femme qui avait encouragé sa fille à me traiter de manière si abominable? Mais quelque chose dans sa voix, une vulnérabilité que je n'avais jamais entendue auparavant, me fit accepter. Nous nous retrouvâmes dans un café du centre-ville, loin de notre quartier. Elle arriva avec 15 minutes d'avance, ce qui me surprit. Quand je m'assis, je remarquai qu'elle avait vieilli.
Les rides autour de ses yeux semblaient plus profondes, ses épaules légèrement affaissées. « Merci d'être venu, » dit-elle simplement. « Je vous écoute. Je veux m'excuser. » Elle prit une profonde respiration. « Pas seulement pour ce que Sophie et Thomas vous ont fait, mais pour mon rôle dans tout cela. J'ai élevé ma fille en lui enseignant que l'apparence était plus importante que les valeurs, que le statut social valait plus que les relations humaines. » Je restais silencieux, la laissant continuer. Quand nous sommes retournés à Paris, mon mari et moi avons commencé une thérapie de couple. Après 40 ans de mariage, nous avons découvert que nous ne nous connaissions même pas vraiment. Nous avions construit toute notre vie sur des apparences, sur ce que les autres penseraient. Elle s'arrêta pour boire une gorgée de café, ses mains tremblant légèrement. Ma fille suit le même chemin destructeur que j'ai suivi. Et voir ce que vous avez fait, comment vous vous êtes défendu avec dignité, comment vous avez enseigné une vraie leçon sans violence ni cruauté. Cela m'a ouvert les yeux. « Madame Béatrice, » dis-je doucement, « je ne peux pas réparer votre relation avec votre fille, ni votre mariage. Ce sont vos chemins à parcourir. Je sais, mais je voulais que vous sachiez que votre exemple a créé des ondes bien au-delà de ce que vous imaginez. J'ai commencé à faire du bénévolat dans une maison de retraite à Paris. J'ai vu tant de personnes âgées, abandonnées par leurs familles, traitées comme des fardeaux. Et chaque fois que je les vois, je pense à vous et à la dignité avec laquelle vous avez réagi. » Cette conversation me toucha d'une manière que je n'avais pas anticipée. Parfois, nos actions ont des répercussions que nous ne voyons jamais, touchant des vies de manières inattendues. Les mois continuèrent à passer, et mon fond, la dignité ne se négocie pas, commença à prendre forme. Je travaillais avec des avocats, des travailleurs sociaux et des organisations caritatives pour créer un programme complet. Le fonds n'offrait pas seulement une aide financière aux personnes âgées en difficulté, mais aussi un soutien juridique pour ceux qui étaient victimes d'abus ou de négligence de la part de leur famille. La première personne que nous aidâmes fut Monsieur Leblanc, un homme de 74 ans dont la fille avait pris le contrôle de ses comptes bancaires et l'avait placé dans une maison de retraite de mauvaise qualité pour économiser de l'argent. Avec l'aide de nos avocats, nous récupérâmes son autonomie financière et le plaçâmes dans un établissement digne. Quand je le visitai après sa réinstallation, il pleura en me serrant la main. « Vous m'avez rendu ma dignité », dit-il. Thomas continuait ses visites mensuelles, toujours avec quelque chose qu'il avait cuisiné lui-même. Ses gâteaux s'amélioraient, progressivement, un symbole tangible de sa propre croissance. Un jour, il arriva avec une nouvelle qui me surprit. « Papa, Sophie et moi avons décidé de nous séparer. » Il ne semblait ni triste ni soulagé, juste en paix. Nous avons réalisé que nous nous étions mariés pour les mauvaises raisons. Pour satisfaire nos parents, pour avoir le mariage parfait sur Instagram, mais pas parce que nous nous aimions vraiment ou que nous nous comprenions. « Comment te sens-tu » demandai-je. « Honnêtement, libéré. Pour la première fois en années, je me sens authentique. Je loue un petit studio maintenant, simple mais à moi. Je cuisine mes propres repas, je paie mes factures, j'assume mes responsabilités. Et tu sais quoi? Je suis plus heureux qu'en vivant dans cette grande maison, essayant d'impressionner des gens qui ne comptaient même pas vraiment. » Il sourit, et je vis dans ce sourire le garçon que j'avais élevé, celui qui avait disparu quelque part en chemin. « Tu m'as enseigné quelque chose de précieux, papa. Que la valeur d'une personne ne se mesure pas à la taille de sa maison ou au prix de sa voiture, mais à son intégrité, à son respect pour les autres et à sa capacité à assumer ses erreurs. » L'histoire prit une tournure inattendue quand un producteur de documentaire me contacta. Il avait entendu parler de mon histoire à travers le bouche à oreille dans le quartier et voulait faire un documentaire sur les personnes âgées et la dignité. Au début, j'hésitais.
Je n'avais jamais cherché l'attention publique. Mais puis, je réalisais que c'était une opportunité de partager le message à une échelle beaucoup plus large. Le documentaire, intitulé « La dignité ne se négocie pas », fut diffusé sur une chaîne nationale et reçut une réponse écrasante. Des milliers de personnes partagèrent leurs propres histoires d'abandon, de réconciliation, de résilience. Le fonds que j'avais créé commença à recevoir des donations de tout le pays. Ce qui avait commencé comme ma propre histoire personnelle de survie et de dignité était devenu un mouvement. 1 an après ce fatidique dîner de mars, je me retrouvais assis dans le même café où j'avais rencontré Madame Béatrice. Mais cette fois, avec un journaliste qui voulait faire un article sur le fond. « Monsieur Pierre, demanda-t-il, si vous pouviez revenir en arrière, changeriez-vous quelque chose ? Auriez-vous préféré que votre fils ne vous demande jamais de partir ?» Je réfléchis longuement à cette question. « Vous savez, répondis-je finalement, la douleur que j'ai ressentie cette nuit-là était réelle et profonde. Je ne souhaiterais à personne de vivre ce que j'ai vécu. Mais cette expérience m'a forcé à me redécouvrir, à me rappeler qui j'étais au-delà du rôle de père. Elle m'a donné un but nouveau, un sens à ma vie que je n'aurais jamais trouvé autrement. Alors vous ne regrettez pas ? Je regrette que la leçon ait dû être si dure. Mais je suis reconnaissant pour la personne que je suis devenue grâce à elle. Aujourd'hui, assis dans mon bureau avec vue sur la rue, je regarde l'ancienne maison qui appartient maintenant à une jeune famille. Ils ont des enfants qui jouent dans le jardin, remplissant l'espace de rires et de vie. C'est exactement comme il se doit. Cette maison a eu son temps dans ma vie, et maintenant, elle crée de nouveaux souvenirs pour d'autres. Ma nouvelle maison n'est plus juste un symbole de vengeance ou de justice. Elle est devenue un lieu de rassemblement, un espace où le fonds organise des ateliers pour les familles, où nous enseignons l'importance du respect intergénérationnel, où nous célébrons la valeur de chaque vie, peu importe l'âge. Thomas est maintenant bénévole pour le fonds. Il utilise son expérience personnelle pour parler aux jeunes adultes de l'importance de valoriser leurs parents, de ne pas prendre pour acquis ceux qui les ont élevés. Sa transformation a été remarquable. L'homme arrogant qui m'a demandé de quitter ma propre maison est devenu un défenseur passionné des droits des personnes âgées. Un soir, après une conférence particulièrement émouvante où Thomas avait partagé notre histoire, il s'approcha de moi. « Non, papa, tu sais ce qu'il y a de plus fou dans tout ça ? » ?»« Quoi donc ? » ?»« J'ai passé tant d'années à essayer d'être quelqu'un d'important, quelqu'un d'impressionnant. Et maintenant, la chose la plus importante que j'ai jamais faite est d'admettre mes erreurs et d'essayer de les réparer. » Je posai ma main sur son épaule. « C'est ça, la vraie grandeur, mon fils. Pas la taille de ta maison ou de ton compte en banque. C'est ta capacité à grandir, à changer, à devenir meilleur. » Les paiements mensuels continuent, comme convenu. Mais ils sont devenus plus qu'une simple transaction financière. Chaque mois, quand Thomas fait le virement, il m'envoie un message. Parfois, c'est juste un simple « fait ». D'autres fois, c'est une réflexion sur ce qu'il a appris ce mois-là, sur comment il a grandi. Ces messages sont devenus précieux pour moi, un journal de sa transformation. Sophie, quant à elle, a également commencé son propre chemin de guérison. Après le divorce, elle a déménagé dans le sud de la France et a ouvert une petite librairie. Elle m'a écrit une lettre il y a quelques mois, une lettre sincère où elle s'excusait non seulement pour ses actions, mais pour la personne qu'elle était devenue. « Vous m'avez montré, écrivait-elle, qu'il est possible de se tenir debout avec dignité, même quand le monde essaie de vous faire plier. Je ne savais pas que j'avais besoin de cette leçon jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. » Je lui ai répondu, non pas avec de la colère ou du ressentiment, mais avec de l'encouragement. Chacun mérite une chance de se racheter, de devenir une meilleure version de soi-même. Mes amis du quartier sont devenus plus qu'un réseau de soutien. Ils sont devenus ma famille choisie. Nous organisons des dîners hebdomadaires, des clubs de lecture, des sorties culturelles. Monsieur Dubois, en particulier, est devenu un ami proche.
Nous jouons aux échecs tous les jeudis après-midi et nos conversations profondes sur la vie, la famille et la dignité humaine sont devenues un point fort de ma semaine. Le fond, la dignité ne se négocie pas, a maintenant aidé plus de 200 personnes âgées à travers la France. Nous avons des bénévoles dans 15 villes différentes et nous grandissons chaque mois. Mais au-delà des chiffres, ce sont les histoires individuelles qui me touchent le plus. Madame Rousseau qui a récupéré sa maison après que son fils l'ait frauduleusement vendue. Monsieur Fontaine qui a retrouvé le contact avec ses petits-enfants après des années de séparation imposée. Chaque histoire est un rappel que la dignité est un droit humain fondamental, pas un privilège à gagner. Alors que je termine cette histoire, je veux que vous compreniez quelque chose d'important. Cette histoire n'est pas une célébration de la vengeance, c'est une célébration de la résilience, de la dignité personnelle et du pouvoir de se défendre avec grâce. Si vous êtes une personne âgée qui se sent invisible, négligée ou maltraitée, sachez ceci. Vous avez de la valeur. Votre vie a de l'importance. Vos années d'expérience, de sacrifice et d'amour ne peuvent pas être effacées par l'ingratitude d'autrui. Tenez-vous debout. Défendez-vous. Vous le méritez. Si vous êtes un fils ou une fille, regardez vos parents. Vraiment, regardez-les. Pas comme des meubles dans votre vie. Pas comme des fardeaux à gérer, mais comme des êtres humains complets avec leurs propres rêves, leurs propres peurs, leur propre dignité. Un jour, vous serez à leur place. Traitez-les comme vous aimeriez être traités. Et pour tous ceux qui regardent depuis n'importe où dans le monde, rappelez-vous, la dignité ne se négocie pas. Elle ne se marchande pas. Elle ne se gagne pas. Elle est inhérente à chaque être humain, de la naissance à la mort. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si cette histoire vous a touché, de vous abonner à Les Conseils de Papy pour plus d'histoires et de leçons de vie. Et surtout, dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez et si vous avez vécu quelque chose de similaire. Vos histoires comptent. Votre voix compte. Vous comptez. La vie continue. Ma maison est remplie de rires, d'amis, de buts. Thomas continue son chemin de rédemption. Le fond continue de croître. Et moi, je continue de me rappeler chaque jour que je suis Pierre, pas seulement un père, un grand-père potentiel ou un expert comptable à la retraite, mais un homme complet avec sa propre valeur, ses propres rêves et sa propre dignité. Et c'est, mes amis, la plus belle victoire de toutes. Merci de m'avoir écouté et jusqu'à la prochaine histoire sur Les Conseils de Papy. Prenez soin de vous et surtout prenez soin de votre dignité. Elle est tout ce qui reste quand tout le reste s'en va. Anyone who can hear me, please listen. My name is Kyle Crane, and I'm sending this message from inside the Huron quarantine. Colonel Tanner and the Ministry of Defense have lied to you. There are still survivors inside the walls. They plan to firebomb Huron, but if those bombs drop, you will know Tanner and the Ministry are cold-blooded murderers. Holy shit, there's someone alive. See all the jets? Hey, do you copy? Fuck, that was so close. I knew it. God damn. That was too close. Whew, shit. Fucking hell. Crane, is that you? Do you copy? How the hell do you want? We want to offer you a chance to get out of that horrible place. Oh yeah? And why would you do that? I never found out who had your precious file. You don't even have to pay the rest of my fee. Water under the bridge, Kyle. We're best off just to move past that. All you need to do is to bring Dr. Zara's research with you, and we'll send a nice, safe helicopter to extract You realize I know what was in the file. I knew you were going to exploit the virus. Crane! Oh my god. You need the cure now for spin, don't you? That's the only way you could get out of this. Try to convince everyone you were working toward a cure the whole time. Don't be ridiculous. Bring us the research, and everything will be God fine. damn. You want the research? Just fucking wait for my signal. Woo! Get fucked. Get Savvy, you fucked. there? The amplifier's installed. Brilliant, Crane. We can keep playing. Just zip Funny. on down. That tunnel I mentioned is near where you land. Mr. Crane? Yeah. This is what I mean. The part of the Easter egg This we is haven't Crane. we Who's weren't this? there yet. This is Vulcan Dahl.
at the Hey, a vehicle flag. assembly facility. I'll provide the coordinates. I'll be there shortly. Is there a trash bag down the bottom? Wait, we got a side quest to do, but we still gotta return for the old tunnel. I don't know what the flags are, no. I feel like we found a couple of them though. I could be wrong. Where the hell do we jump from here? Did you get the flag? Yeah. Okay, I'm dead. Oh my god. Driving me nuts, falling. Are you like close? Right. Oh, you. Oh. Oh, it's an Easter egg to Assassin's Creed. Ah, that's cool. It's mad. I assume I'm going the right way. Wait, why would we take it towards No. the forest instead? What? Yeah. No, no, no! Why has it done that to me? Wait, why should we go to the forest? I'm confused. Doesn't even look like you can. Wait, which forest? There's two different zip lines. The left one? This one's blocked. You literally can't take that one. The rocky one. Okay. I don't know why we're going in, but we're doing it. Where the fuck does this put us? It keeps going? Do I take this one as well? This goes all the way out of the fucking map. I guess we'd take this one as well when you're down here. Ow. Which one? This one. I don't know what it's for. Adventure. I guess so. He's gonna take 4 damage jumping down here. Ow. Okay. Oh, fuck me sideways. Wait, are we going in the water? I'm just climbing these rocks. And I just have to look for a flower. Yeah. You missed it? There's a cave. I'm confused. Oh my god. No, you can't even climb out of here. Oh no, you can. Supposed to be some form of flower. I don't see it anywhere. Oh my fucking god. It's driving me nuts.